Heureux de vous retrouver ce mercredi dans le cadre de ce programme Espace Miné. Comme vous le savez, 10h, 11h52 minutes, nous déminons l'espace ensemble et nous sommes encore là ce matin pour ce programme. Nous vous savons nombreux connectés lorsqu'il est 10h et nous espérons que vous serez des nôtres jusqu'à 11h passées de 52 minutes. Cette émission s'ouvre à l'instant et si vous nous rejoignez, sachez tout simplement que vous ne manquez rien parce que c'est le début de ce magnifique programme. Ce programme qui aujourd'hui ne manquera pas de faire la part belle de ses rubriques habituelles. Tout à l'heure, nous allons recevoir Joseph Patrick Bala qui sera là dans le cadre de la revue de presse. Nous aurons également la dénonciation du jour qui portera bien sûr l'estampille d'Alain Douc et bien sûr l'instant d'analyse sera bien sûr au rendez-vous. Pour l'analyse du jour, nous nous intéressons au développement du Cameroun et nous parlons plus précisément de l'apport de la diaspora camerounaise. Que peut la diaspora camerounaise lorsqu'on parle de développement au Cameroun? Voilà donc le thème de ce matin. Mesdames, Messieurs, cette émission est interactive. Vous avez la possibilité de participer à ce programme via SMS. Pas d'appel pour aujourd'hui dans des éditions assez spéciales. Vous pouvez avoir des appels, mais aujourd'hui, nous évoluons tout simplement avec des messages. Vous pouvez nous écrire normalement ou alors via WhatsApp, où que vous soyez partout où vous êtes à l'instant, que vous soyez au bureau, que vous soyez à la maison, que vous soyez en train de voyager, vous avez la possibilité de nous suivre parce qu'également sur nos plateformes numériques, nous sommes en direct de ce côté. Mesdames, Messieurs, merci une fois encore de faire confiance à Info TV pour vous informer. Nous accueillons nos invités qui répondent déjà présents ce matin et c'est une habituée des plateaux télé qui est encore avec nous ce matin. C'est une dame dynamique, une dame charismatique, une dame qui œuvre pour la cause des femmes, une dame qui œuvre pour les causes sociales et les causes climatiques. Elle est avec nous ce matin, elle est internationaliste. Permettez-moi d'introduire donc ici sur ce plateau Florence Michel Dikoumé. Bien le bonjour. Bonjour Thierry, merci à... Vianney. pour tout ce que vous faites comme éloge. Merci de me suivre de si près. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs, bonjour au riche panel et merci encore pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous savoir à nos côtés et surtout que nous sommes en plein septennat des jeunes et des femmes. On ne peut pas mettre de côté la place des femmes, c'est la raison pour laquelle vous répondez toujours présent lorsqu'on vous dresse une invitation. Tout à fait, je souhaiterais qu'on sache que de nos jours, la femme n'est plus une simple représentation, elle n'est pas là pour faire du remplissage. Oui. La femme a sa place en société et je voudrais que tous ces petits postulats péjoratifs qui veulent qu'une femme soit visible par la promotion canapé, et tout le reste tombe comme un château de cartes. La femme a véritablement sa place, elle devrait, n'est-ce pas, être considérée comme telle. C'est vrai qu'il y a vos sœurs et vos filles qui sont beaucoup plus pour cette promotion canapé, qui ne veulent pas véritablement mettre du leur dans le développement de ce pays. Il est important de bannir ce type de pratique. Tout à fait. Et c'est pour ça justement que nous battons tous les jours aux côtés des femmes et des filles, dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'encadrement, parce que ces femmes aussi nécessitent d'être encadrées. Vous savez, qui doit encadrer les femmes? C'est d'abord le rôle régalien revient à l'État du Cameroun par le ministère de la Promotion de la Femme et nous autres nous sommes que des relais. Il y a donc des choses que le ministère ne peut pas faire, donc simplement nous autres nous allons jusque dans les rases campagnes continuer, n'est-ce pas, ce travail magnifique que la promotion de la femme et la famille fait déjà à travers des séminaires, des conférences. Il est temps aussi de leur dire ça en langue locale afin de mieux porter le message vers les destinataires. Vous êtes également pour les causes climatiques. Nous vivons des changements climatiques de plus en plus. Quel est votre véritable leitmotiv dans ce domaine? Qu'est-ce qui m'a attiré dans le climat? C'est que déjà les Nations Unies m'ont sollicité plusieurs fois, n'est-ce pas, dans le sens, n'est-ce pas, du travail au niveau, n'est-ce pas, de la cause climatique. Oui. Alors, ce que j'ai constaté en allant sur le terrain, c'est que les Africains sont des victimes passives. Victimes en ce sens qu'elles ne polluent pas, victimes en ce sens qu'elles ne créent aucun problème, mais subissent simplement le contre-coup de ce qui se passe, n'est-ce pas, dans les pays occidentaux. Oui. Et au niveau du climat, nous avons encore ce différentiel nord-sud qui est criard. Et même au niveau de la prime d'adaptation qui est demandée pour équilibrer, n'est-ce pas, le fait de ne pas déforester, le fait de ne pas... des restrictions qui nous sont... imposées, à savoir ne pas pêcher, ne pas chasser, ne pas déforester. Il faut au moins que cela soit fait afin que nos pays mettent en place des moteurs qui nous permettent enfin de pouvoir vivre dans un monde civilisé tout en accédant quand même à la civilisation à travers le développement durable. Mais je réalise que ce n'est pas tout à fait ça. Donc c'est une forme de plaidoyer féminin de la part de l'Afrique que j'essaye de faire, n'est-ce pas, au niveau du continent, pas de manière isolée, avec certains partenaires comme le repas, comme le Parlement camerounais et le Parlement africain.
Merci donc d'être là ce matin. Merci pour tout ce que vous faites, non seulement pour les femmes, pour les filles, mais également pour la protection du climat, notamment pour la lutte contre les changements climatiques. Et merci d'être là ce matin. Et c'est toujours un plaisir. Nous savons que c'est pas évident d'avoir une femme pendant 2 heures de temps. Vous avez beaucoup de responsabilités. Mais pour nos téléspectateurs, vous êtes là ce matin. Une fois de plus, merci. Merci. En face de vous, nous accueillons un patron, parce que c'est un patron de presse. Il est d'ailleurs de la vieille école. Il est journaliste depuis plusieurs années aujourd'hui. La particularité, c'est qu'il est journaliste d'investigation économique. Il est le directeur de publication de ce grand journal que vous connaissez bien, le journal Diapason. Et il est le président national du réseau des patrons de presse du Cameroun. Il nous fait donc l'honneur d'être là ce matin. François Mbouké, c'est un plaisir de vous recevoir tous les jours. Lorsque nous avons besoin de vous, vous êtes là pour accompagner non seulement vos frères, pour accompagner la presse camerounaise, mais également pour édifier nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Merci d'être là ce matin. Merci bien. Bonjour, Monsieur le Président. Merci bien. Alors, il faut dire que pendant quelques semaines, vous avez séjourné du côté de Libreville au Gabon, où la presse africaine était donc représentée de ce côté, et vous avez valablement représenté le Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé du côté du Gabon? Oui, il faut dire que du 21 au 25 janvier, il y a eu une conférence internationale, la presse francophone au Gabon, qui a réuni 25 pays. Donc le Cameroun y était représenté. J'étais là avec 5 autres confrères camerounais. Oui. Donc nous avons fait du bon travail et puis nous avons essayé de remettre aujourd'hui sur pied la presse sur les rails à l'ère du numérique, notamment l'IA qui fait son entrée l'intelligence artificielle. Oui, qui fait son entrée dans le métier et qui est présentée pour certains comme un danger et d'autres y voient un avantage. Donc les débats ont été sereins, les débats ont été suffisamment éducatifs et nous sommes partis de là, chacun édifié, et je pense que les rédactions africaines vont en profiter. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'IA est là pour tuer la presse? Oh, beaucoup le pensent, mais d'après tout ce que nous avons vu et tous les éclairages que nous avons partagés, je pense que l'IA, comme toutes les nouvelles technologies, c'est une technologie qui arrive pour accompagner un métier, pour accompagner le monde. Il faut dire qu'il n'y a pas que la presse qui utilise l'IA et d'autres secteurs l'utilisent. Donc, la presse ne doit pas prendre l'IA comme un danger. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de valeur, ils risquent de perdre leur boulot parce que l'IA va prendre beaucoup de place dans la production des contenus journalistiques. Et si vous n'avez pas une certaine hauteur pour pouvoir mériter d'accompagner l'intelligence artificielle dans une rédaction, vous serez remplacé par la machine. Donc le conseil que nous donnons à tous ceux qui rêvent de continuer d'exister dans le métier de journaliste au Cameroun comme dans le monde entier, c'est de s'arrimer à cette évolution qui est un atout pour la presse en général. Merci. Il faut également noter, François Mbouké, qu'à côté, vous avez suivi de près le sommet des chefs d'État de la CEMAC, les chefs d'État de la CEMAC qui étaient donc réunis du côté de Brazzaville au Congo. Alors, vous êtes journaliste d'investigation économique. Quel avenir économique pour la zone CEMAC après ce grand rendez-vous? Oui, après plusieurs rendez-vous, il faut dire que ça risque d'être le dernier si les États de la CEMAC, disons, leurs dirigeants ne prennent pas au sérieux. C'est le dernier signal qui a été fait à Brazzaville, parce que je pense que nous sommes en train d'atteindre le niveau critique. Et il faut, cela a été rappelé aux États, il faut que les responsables reviennent à l'orthodoxie financière. Les gestions budgétaires par les dirigeants ont montré leurs limites et il y a aussi des consommations de devises par des États qui ne sont pas respectées. On ne respecte pas les convergences au niveau de la CEMAC. Donc cela met tellement à mal les rapports économiques entre les pays de la CEMAC l'extérieur. Vous savez que pour aller à l'étranger, pour aller traiter à l'international, il vous faut des devises. Alors lorsque vous n'avez pas, vous pouvez pas, vous êtes limité dans vos actions au niveau international. Donc le signal a été là. Et le dernier signal étant que si ces réserves ne sont pas suffisantes, notre monnaie sera dévaluée. Le franc CFA qui aujourd'hui a l'avantage d'être une monnaie solide aux côtés de l'euro, qui vaut quand même 1 franc. Pour 1 euro, nous avons 655 francs, contrairement au franc guinéen où 1 euro vaut 10 000 francs, contrairement par exemple au franc malgache, l'ariari, où 1 franc vaut 3 500.
je pense que la zone CEMAC a beaucoup d'avantages à tirer avec le franc CFA et que les dirigeants évitent une dévaluation qui pourrait mettre à mal les économies déjà fragilisées. Merci. Nous allons certainement passer de très bons moments de télé en votre présence parce que vous êtes revenu bien sûr de votre déplacement avec pas mal de bonnes choses pour la presse camerounaise. Merci donc d'être là ce matin et merci de répondre toujours présent lorsqu'on a besoin de vous. Merci. Juste à côté de vous, nous accueillons un vieux de la vieille également. Jusqu'à présent, nous constatons qu'il ne s'est pas encore rasé. Il nous l'a dit, hein, il nous avait dit pourquoi il continue de garder sa barbe. Il attend le gouvernement. Il attend le nouveau gouvernement. Il est là ce matin encore sous les Onoyolo éditorialistes. Il officie du côté de cette grande presse également, le journal Le Messager. Merci d'être là ce matin, Soulé. En vous disant bonjour, en disant Monsieur le Président Biya. Merci. C'est vous qui bloquez le gouvernement. Non, surtout pas moi. Hein. Surtout pas moi. Monsieur le Président Biya. C'est vous qui devez remarquer. Je suis Vianney Biya. Ah, Monsieur Biya, vous porterez ce nom. C'était pas compris pourquoi je rappelais le Président. Monsieur le Président Biya, bonjour. Merci beaucoup. Et nous attendons toujours que vous utilisiez le BIC que le Président Kavaï vous a donné. Solennellement. Hein. Même si, aux dernières nouvelles, on m'a dit que le BIC avait été volé. J'espère que vous le retrouvez. Je voudrais On n'est pas sérieux là, Soulé. Je voudrais Allez-y. saluer, n'est-ce pas, la belle, la grande dame, la grande royale, Florence Dikoumé. Je ne sais pas si je l'ai vue depuis le début de l'année, non? C'est votre première rencontre. Elle est royalement bien habillée. Ce que j'aime chez elle, c'est le franc-parler. De temps en temps, on n'est pas d'accord, mais on reste courtois, on reste des gentle woman et man. En saluant aussi, n'est-ce pas, votre riche panel et surtout mon frère d'une autre mère, et autre que le DP de Diapason. Permettez-moi de saluer le top management de cette télévision. Je voudrais aussi renouveler mon admiration et mon estime pour un ami sénateur, l'ouragan Abba Arona, qui est sénateur du côté, n'est-ce pas, du Mbéré, n'est-ce pas, dans la Damawa. C'est un grand homme. Permettez-moi de saluer aussi le président du Sénat, Niat. Oui. On m'a rappelé qu'il fut un jour où il était, n'est-ce pas, vice-premier ministre, il était directeur général à Sonel et il était DG d'une structure qui faisait du bois pour l'électrification et qui lui permettait de faire la transitivité des signatures pour que... Donc, je C'est la raison pour laquelle vous le saluez ce matin. Oui, je le salue ce matin parce que ça fait longtemps et il est toujours là. Donc, je voudrais saluer tous les gérontocrates, les VA que Monsieur le Président Biya, que vous êtes continué à regarder et qui bloquent, n'est-ce pas, l'épanouissement et le développement de ce pays. Dieu merci, le thème qui est d'actualité inscrit, c'est le développement. Et nous verrons comment est-ce que, quand on a des problèmes de développement, lorsque toutes les sphères de l'État sont entre les mains, n'est-ce pas, des personnes qui ne peuvent plus penser développement. Merci beaucoup de nous recevoir. Mais je reste triste, hein, je reste triste à savoir que le président... Quel est l'objet de votre tristesse? Mais le président ne m'écoute pas, le président de la République Biya. Mais il vous écoute. Ça fait longtemps, les Camerounais. ça fait depuis le 6 novembre. Je ne me suis pas coiffé depuis novembre l'année dernière. Tenez-vous tranquille, vous allez bientôt vous coiffer. Non, chaque fois on me dit non, tu vas te coiffer demain, chaque fois. Et puis à un moment donné, dès que j'entends le générique du journal parler du poste national, n'est-ce pas, je me dis tiens, on commence à attendre les titres, mais il n'y a pas le titre qu'on attend, parfois. Donc tu as déjà arrêté ton coiffeur à plusieurs reprises. Oui. Mais bon, il est toujours en train d'attendre. Voilà, parfois quand on entend X ou Y pour lire les décrets du président, on dit non, il a créé d'autres des églises. Qu'est-ce qu'on en fait encore? Merci, merci Soulé. Merci Soulé. Je ne sais pas pourquoi il crée encore des églises. Pourtant aujourd'hui, le pays est bloqué. Cameroun a besoin de... On en rit, mais en réalité, le pays est bloqué. Ça ne marche pas. Vous avez vu, je vais chuter par là, oui. Vous avez vu que la faible ampleur avec laquelle certains ministres osent
n'est-ce pas, organiser des cérémonies de présentation de vœux. Or, en réalité, en pareil moment, ça devait être... mais c'est difficile. Il y a quelques-uns qui osent, il n'y en a pas du tout. Et quand vous regardez encore l'agitation autour, n'est-ce pas, du ramassage des décès des ordures qui opposent les ministres sectoriels. Gardez un peu pour la suite de l'émission. Oui, tout cela, c'est un package, quoi. Merci de me recevoir. Merci d'être là ce matin. Merci Soulé Onoyolo qui n'a pas sa langue dans la poche. Hein. Merci. Pas lui seul faire l'émission. Oui. Et donc, il est encore là ce matin, notre invité permanent, journaliste et écrivain, Alain Douc, qui n'a pas également sa langue dans la poche. Il est encore là aujourd'hui pour le bonheur de nos téléspectateurs et surtout pour le bien de nos téléspectatrices. Bien le bonjour Alain Douc. Bien le bonjour à toi, bonjour aux aînés déjà installés, bonjour à la grande dame, Madame Dikoumé. Elle est rayonnante aujourd'hui. Hein. Comme toujours. Comme toujours, on peut dire ça. Je salue de même nos millions de téléspectateurs, on ne les compte plus, et chaque jour, l'audimat de la télé qui n'arrête pas de grimper continue justement à aller de façon haussière. Je salue tous nos artisans de l'ombre, je salue la grande rédaction de ce média. Je salue le top management, le très grand frère qui préside à la destinée de ce média. Et je vais peut-être réagir un tout petit peu à ce qu'a dit mon aîné François, parce que la plupart de temps, d'abord sur la question de l'intelligence artificielle. Vous savez, les vrais marionnettistes de la gouvernance mondialisée, quand ils veulent vous vendre ce qu'ils présentent comme étant un progrès, une innovation, ils vont toujours vous vendre la chose sous l'angle d'apparents bienfaits. Mais la plupart du temps, ils ne vont pas insister dans leur propagande sur l'arrière-plan, le revers de la chose. Et l'intelligence artificielle a énormément de revers. Bon nombre de philosophes se sont déjà prononcés sur le sujet, bon nombre de technocrates, pour évaluer bon nombre d'académiciens, de scientifiques, pour dire que l'intelligence en question, s'il est vrai, d'ailleurs que ce n'est pas une intelligence, c'est un abus de langage. Hein, quand vous avez un système d'information qui plante partout, parfois même ne respecte pas le droit d'auteur, etc., compile tout pour vous apporter des réponses sur ci ou sur ça, ou pour réaliser telle tâche, on ne peut pas dire en réalité que c'est une intelligence. L'intelligence est une faculté foncièrement humaine. L'intelligence, c'est en réalité l'aide qui a permis de coder tout cela pour que le système en question réussisse à faire ça. L'intelligence, c'est nous. Et dans les éléments de langage, finalement, on veut donner l'impression que, finalement, l'intelligence serait ce qu'on est en train de voir avec cette compilation cette programmation. Non. L'intelligence, c'est une faculté exclusive de l'humain. Il faut déjà que ce soit clair. Parce que là, on tend à vouloir briser subtilement, même dans les éléments de langage, l'humanité. Et maintenant, des bons papiers de recherche démontrent que l'intelligence artificielle, notamment lorsqu'on y recourt tant au niveau de ceux qui sont des apprenants, ou alors même des professionnels, parce que même dans notre métier en tant que journaliste, c'est un métier extrêmement intellectuel. Vous vous rendez compte que l'intelligence en question artificielle la science dit qu'elle finit par anesthésier bon nombre d'aires du cerveau. Vous êtes dans un système de facilité qui finit à la longue par vous incapaciter. Une reproduction presque standardisée de l'information ou du traitement de l'information qui fait qu'à la longue, ça tue la créativité. À un certain niveau, Vous allez de plus en plus avoir des gens qui vous produisent en rédaction des papiers, intelligence artificielle, mais qui ne reflètent véritablement pas leur véritable faculté, capacité, compétence en tant que journaliste. Parce que le journaliste, quoi qu'on dise, moi quand j'ai commencé dans le métier, où on m'a fermé, on me disait, monsieur, le journaliste, c'est ce qu'il écrit. Bien sûr. Et alors, quand il y a déjà cet écrivain de substitution, je me demande si vous pourrez gueuler fort, vous dites que vous êtes un journaliste, quand c'est un système qui vous produit vos papiers, et puis il y a une standardisation des papiers un peu partout, les dépêches, c'est la même chose. On sent que, mais attends, c'est quoi ça? C'est comme si tout le monde dit la même chose. Donc, c'est un problème. Et maintenant, le grand François, sur la question de la monnaie, il a pris les mauvais exemples, oui, parce que véritablement,
la monnaie doit être soutenue par un contenu économique, la productivité économique. Sinon, votre monnaie va subir ce qu'on a vu dans bon nombre de pays. Quelques exemples comme ceux qu'il a cités. On a encore le cas du Zimbabwe, etc. Mais il y a aussi des bons exemples. Le Nigeria, qui est une des têtes de proue de l'économie africaine, on sait bien qu'elle a sa monnaie. Même chose pour le rang de la République sud-africaine. Même chose avec l'Égypte, etc. Donc, vous allez remarquer d'ailleurs que le plus clair des premières économies, je pense que le classement des 10 en Afrique, les nations en question, les États en question ont leur propre devise. Donc, il ne suffira pas de dire on veut notre monnaie, il faut se rassurer qu'on aura l'économie politique qu'il faut pour soutenir la monnaie en question. D'accord. Il faut une économie qui porte la monnaie. Nous, dans notre cas d'espèce, on est extrêmement riche en or et argent. Vous savez qu'initialement, quelque part, les gens ne savent peut-être pas ça. Il y a eu les talons à argent, par exemple aux États-Unis. On a étalonné la monnaie pendant beaucoup d'années sur l'argent et non sur l'or. Bon, nous, on a les deux minéraux en question. On a les deux minéraux et en abondance. On a de quoi soutenir et porter notre économie, d'autant plus que nous vivons une phase critique, si ce n'est bénéfique, où cette valeur refuge qu'est l'or, notamment, aujourd'hui est à un coût qui est de l'ordre de plus de 5100 $. Oui. D'accord. Je place quand même, c'est pas une discussion entre lui et moi, mais je veux dire que je vois que Alain est parmi ceux qui ont peur de toute nouvelle technologie. Non, l'intelligence artificielle ne vient pas enlever seulement les avantages. Oui. L'intelligence artificielle ne vient pas enlever à l'humain son intelligence naturelle. C'est pas moi qui le dis, c'est la recherche. Mais elle vient compléter. Et c'est pour cela que j'ai dit que ceux qui seront bons, parce que l'intelligence artificielle, dans votre domaine, vous êtes à parfaire à un certain nombre de choses, mais c'est vous restez le maître. C'est vous qui lui donnez des inputs pour vous produire ce que vous voulez, que ce soit en médecine, que ce soit en journalisme. Nos apprenants à l'école resteront les maîtres. Ce sera la fabrique des créateurs. Ce sera donc aux formateurs de former les nouveaux journalistes en intégrant l'intelligence artificielle. Merci messieurs, c'était l'entrée en matière. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, si vous regardez Info TV à l'instant, vous faites le bon choix. Ne quittez surtout pas le temps pour nous d'accueillir Joseph Patrick Bala pour l'instant de l'information. Joseph Patrick Bala, bonjour. Bonjour Théophile Vianney-Billa, bonjour à l'illustre panel qui est de qualité une fois de plus ce matin. Bonjour à Lundouk, bonjour particulier à Soulé qui attend le remaniement pour se coiffer. Donc ce sera compliqué parce que s'il faut aller jusqu'aux législatives et municipales, des rumeurs font état de ce que ça peut être à mai. Il va encore faire 4 mois, c'est compliqué. Dans le meilleur des cas. Oui, dans le meilleur des cas. 4 mois, ce sera compliqué. Aussi novembre. Donc il va commencer à faire des locks là. Non, il risque de ressembler à Jésus. Jesus. Ouais. Merci Joseph Patrick Bala. Lorsque vous êtes là le matin à 10h, c'est bien sûr pour nous amener en kiosque. Que disent les journaux ce matin? Eh bien, on va ouvrir avec les journaux maison. Les journaux maison, on parle d'Info Matin, du très respecté Dieudonné Mvin, qui est en kiosque ce jour pour parler d'une actualité assez majeure pour ce qui est de sa 1956e parution pour ce 28 janvier. Eh bien, le journal nous informe que pour les succès de la CM14, la Grande-Bretagne est disposée à accompagner le Cameroun
Cameroun. C'est en tout cas ce qui ressort de l'audience accordée ce 27 janvier à Yaoundé par le ministre du Commerce Luc Magloire Tangana au haut commissaire de ce pays, ami du Cameroun, Matteo David Wood. La page 3 nous donne plus de détails ce matin. Intéressons-nous à la météo, toujours de Dieudonné Mveng, qui nous renseigne ce jour qu'à l'occasion de la cérémonie de vœux de Nouvel An 2026 adressée au ministre des Transports et à son ministre délégué Njoya Zakariatou, Jean-Ernest Massenangale Bibé a profité pour inviter ses collaborateurs des services centraux et déconcentrés, les responsables des organismes et sociétés sous tutelle à faire davantage des efforts pour un transport moderne, sûr et efficace au service de tous. Le messager de Feu Pius Ndiawe traite également de cette actualité à retrouver à la page 4 dans un tout autre angle, celui des accidents mortels sur nos axes routiers, et l'une des résolutions au ministère des Transports est de stopper l'hécatombe. Prenons la direction des Bamboutos dans la région de l'Ouest Cameroun où, d'après la nouvelle expression à la page 2, des voyous dissimulés parmi les militants ont interrompu une réunion du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC en abrégé. Crise des ordures, ça se dispute selon mutation de Georges-Alain Boyomo, qui à la page 5 nous fait savoir qu'en l'espace de 5 jours, 2 membres du gouvernement se sont séparément mués sur le dossier sur un air de cacophonie, et malgré ces numéros de solistes, les populations espèrent des solutions durables en matière d'hygiène, de salubrité publique notamment. Tournons-nous à présent vers le quotidien bleu, le jour d'Aman Mana, qui traite de la préoccupation des ONG au sujet des violences dans les régions anglophones. La page 3 donne plus de détails, et du côté de l'œil du Sahel, Guibay Gaïtama, à la page 3, nous indique ce matin que le proviseur du lycée technique de Mora a été enlevé par des hommes armés. Dérive au moral en milieu scolaire, Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana sonne l'alerte rouge ce matin sur les attitudes dévergondées d'élèves consommateurs de stupéfiants, pratiques d'actes sexuels en groupe, filmés et partagés sur les réseaux sociaux. Le témoin de Francis Bonga, à la page 5, s'intéresse au partenariat entre Saint-Christophe et le Tour VTT Chantal Biya. Un partenariat, selon le journal stratégique, qui gagne en sollicitude et portée. On parle de la journée internationale de la femme 2026 avec Info Lumineuse de Marcel Ebanda qui nous dit ce matin que le pagne vient d'être officiellement dévoilé. Et puis le même journal nous annonce également que Yaoundé sera bientôt le carrefour continental de l'eau et de l'assainissement. Ceci à quelques jours de l'ouverture du 23e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Allons du côté de la BEAC avec le diapason de François Mboké, ça tombe bien, elle est sur le plateau, qui revient sur les conclusions du sommet extraordinaire de la CEMAC tenu à Brazzaville le 22 janvier dernier. Et justement, François Mboké nous fait savoir que 2 options s'offrent désormais à la BEAC, soit l'indépendance ou alors le décrochage. On termine avec l'économie de Thierry Ekouti qui nous donne les raisons de l'échec des réformes économiques de la CEMAC, un sujet qui était au cœur des préoccupations des chefs d'État de la sous-région réunis à Brazzaville, en République du Congo. C'était Théophile Vianney-Biya le 22 janvier dernier. Merci donc JPB, le maestro, Joseph-Patrick Bala pour cette belle balade en kiosque. Nous allons vous souhaiter de passer une excellente journée et bon retour à la rédaction centrale. Excellente journée à vous, bonne émission. Je suis juste en repérage quelque part. D'accord. Mesdames, Messieurs, à tout de suite pour la suite.
Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau d'Espace Miné. Nous allons tout d'abord faire une fleur ce matin à notre webmaster et ses petits frères adressent donc un joyeux anniversaire à leur père, le colonel Essomba Ondigui Joël Désiré, ancien inspecteur de la gendarmerie nationale, aujourd'hui à la retraite. La famille est donc mobilisée pour célébrer ces 1 an de plus l'anniversaire du colonel Essomba Ondigui Joël Désiré. Non, là nous avons en image, voilà, le colonel. Alors, Janvier Désiré, voilà, très bien. Là, ce sont les images du colonel. Le colonel Essomba Ondigui Joël Désiré, qui a donc 1 an de plus aujourd'hui. Alors, ses enfants lui souhaitent une excellente célébration avec des vœux sincères de santé, de paix, de longévité et de sérénité. Un hommage respectueux à un homme de valeur, de discipline et de service. Et donc, après cet anniversaire, nous avons également souhaité joyeux anniversaire à Manga et Fala Lucien, qui a également 1 an de plus aujourd'hui. Il est du côté du groupement spécial d'opération GESO. C'est un jeune qui également est un fidèle téléspectateur de ce programme. Joyeux anniversaire donc à Manga et Fala à Lucien. Après donc ces souhaits de bonheur à nos fidèles téléspectateurs qui célèbrent 1 an de plus aujourd'hui, nous nous dirigeons directement du côté de notre boîte de dénonciation ce matin et c'est toujours Alain Douk qui ouvre cette boîte ce matin. Je l'ouvre à nouveau pour ce mercredi diaspora. Oui. La dénonciation de ce matin porte sur une espèce de corporation, appelons ça comme ça, puisque par la force des choses, elle est devenue une corporation. Oui. C'est la corporation des taximens moto. On se pose quand même la question au regard de ce qui se passe. Si dans un pays, on devrait avoir une promotion de la pratique du transport par moto comme métier. Parce que, bon, par la force des choses, c'est devenu ce que c'est maintenant un métier. Les réalités conjoncturelles du pays, les difficultés d'insertion socio-professionnelle, tant au niveau du public que du privé, un niveau de chômage et de sous-emploi carrément effrayant. Donc, les gens sont dans la débrouille et puis finalement ils se sont retrouvés dans ce métier-là pour s'en sortir. Un métier, il faut le relever, hyper indiscipliné aussi, parce que pas structuré du tout. Il y a déjà un lourd tribut qu'on paye au travers d'accidents et de handicaps enregistrés au travers de ces accidents sur les transports à moto et cette activité-là. Beaucoup de Camerounais sont handicapés. On ne respecte pas le code de la route. Tu vois les gars, quand ils sont sur la moto, tu te dis, mais il pense qu'il fait quoi? Il est sur, on appelle ça quoi, les circuits de compétition sportive en moto. Il fait des slaloms. Il ne respecte pas le code de la route. Parfois, ils font des dépassements sur la droite. C'est déjà même établi comme une espèce de règle, etc. Donc, il y a énormément d'indisciplines. Et ces indisciplines ont lourd tribut en termes d'accidents. Beaucoup de Camerounais estropiés. À vie. Est-ce que dans un pays sérieux, quand on voit encore quand on parle même de soutien à la jeunesse, c'est des secteurs d'activité comme ça qu'on passe le temps à promouvoir, on donne des financements, on accorde des dons en moto, etc. Donc il y a une volonté finalement d'encourager l'activité en question. On voudrait quand même questionner en ce matin, est-ce que dans un pays, c'est vrai que sous d'autres cieux, certainement on retrouve ce phénomène, mais est-ce qu'on devrait encourager l'activité de conducteurs de moto comme corporation à part entière de praticiens, de professionnels? Merci pour cette dénonciation ce matin. François Mbokey, vous avez suivi de bout en bout Alain Douk qui est revenu sur cette corporation aujourd'hui parce que de plus en plus nous voyons que les jeunes se ruent vers cette activité-là. Il y a même déjà des syndicats qui sont créés et puis nous voyons même déjà la voix des conducteurs de moto taxi qui comptent de plus en plus dans la société. Alors, quel est votre regard? Parlons bien sûr de ce métier qui aujourd'hui devient le chemin de la jeunesse. Non, c'est une débrouillardise qui est devenue un métier solennel au travers de déclarations du président de la République qu'il avait reconnu solennellement comme un métier. Mais au-delà des dérives, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce nouveau métier de mototaxi est vraiment à bannir?
nous pensons qu'il faut faire le pour et le contre devant cette situation. Si vous voyez comment l'état de l'infrastructure routière au Cameroun est délabré aujourd'hui, vous ne pouvez pas répondre par l'affirmation. Si vous voyez comment ces motos aident à transporter même des cercueils à l'arrière-pays où les voitures, les véhicules ne peuvent plus arriver, vous comprendrez l'importance de ces motos. Comme l'on disait tantôt, chaque nouveau métier qui arrive a toujours ses avantages et des conséquences. Il y a eu un engouement des mototaximens depuis que les jeunes n'ont pas trouvé mieux ailleurs au niveau de l'insertion sociale. Alors beaucoup sont partis se débrouiller parce que jusque-là on pense que la débrouillardise au niveau avec des motos. Mais ceux qui sont disciplinés s'en sortent bien. Mais comme dans tous les métiers, il y a toujours les brebis galeuses. Si vous prenez des cas, vous avez vu dans le nord-ouest, le sud-ouest, où l'infrastructure routière est totalement détruite, vous avez vu comment des motos aident à sortir des personnes, des bourbiers qui ne sont même pas praticables en engin. Donc, il y a beaucoup d'avantages que même au niveau de Yaoundé, vous avez vu récemment, lorsque des gens arrivent ici, vous êtes coincés dans les embouteillages, on est obligé de garer pour prendre la moto. Mais ça, ce sont des professionnels qui ont de la conscience dans l'âme, dans leur boulot. Maintenant, lorsque vous prenez ces petits qui sont entrés dans le métier parce que n'ayant pas eu autre chose, ils ne peuvent pas avoir le même degré de conscience. C'est pour cela que, au niveau de l'interprofession, les syndicats doivent travailler tous les jours à la formation de ces jeunes. Je salue les initiatives qui ont eu lieu à ce niveau où on a demandé que les jeunes se forment à 5 000 pour avoir le permis A qui permet donc de piloter une moto en toute conscience, en connaissant et maîtrisant le code de la route et tout ce qu'on peut avoir pour le transport routier. Mais là, c'est juste dans le cas, bien sûr, de la maîtrise de la conduite. Maintenant, au niveau de l'éthique et la déontologie, est-ce qu'il y a des formations qui se font également là-dessus? Non, il n'y a peut-être pas de formation d'éthique à ce niveau. Mais lorsque vous passez à l'auto-école, je pense qu'on vous apprend quand même que lorsque vous prenez la route, elle ne vous appartient pas. C'est un bien commun. Il faut respecter les feux, il faut respecter les usagers, et il ne faut pas aller bagarrer avec des clients. S'il y a des différends, trouver un terrain d'attente. Comme je l'ai dit, chacun a son éducation d'abord avant d'aller retrouver les autres en profession. Mais cela n'empêche pas que le métier soit organisé et qu'on trouve des bons qui sont, à mon sens, nombreux à côté de si vous allez au Grand Nord, par exemple, vous verrez ce que font des motos. Si vous allez, par exemple, à l'Ouest, vous allez voir des motos qui transportent 20 casiers, par exemple, de bière pour faire la distribution. Tout cela démontre l'échec d'un système organisé des transports, que ce soit commun, que ce soit des marchandises. Michel Florence Dikoumen, au regard bien sûr des dérives que l'on observe dans le transport par moto, au regard bien sûr de la montée en puissance de ces dérives, est-ce que dans un pays qui se veut sérieux, on devrait en faire tout un métier? Connaissons déjà comment est-ce que les autres font pour devenir mototaxi, lorsqu'on sait que pour la plupart, ce sont les stades qui sont leur lieu d'apprentissage. Parler déjà du métier de taxi-moto nous amène à ignorer certaines réalités. Parce que le problème doit être vu en amont. En amont, je vais interpeller le service de transport. En amont, je vais interpeller l'insertion socio-professionnelle de la fin d'études de plusieurs apprenants. Comment est-ce que ça se fait? En amont également, je vais interpeller ici le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique au niveau du comportement, n'est-ce pas, de ceux qui sont acteurs de ce secteur-là. Est-ce que les routes que nous avons aujourd'hui déjà sur le plan urbain permettent justement que les voitures en jaune y accèdent? Je ne pense pas. Il y a des quartiers à Yaoundé où lorsque vous arrivez à un point X, vous vous arrêtez pour ne continuer qu'avec des motos. Et s'il n'y a pas de moto, c'est la marche à pied. Et quand vous savez que vous êtes venu galamment habillé comme vous, monsieur le président, au travail, allez maintenant marcher à pied sur 5 à 6 km du carrefour, vous allez laisser la voiture en jaune pour la maison, vous imaginez la suite et dit que vous devez ressortir le lendemain matin.
Nous avons également le relief accidenté de nos villes qui n'a pas été bravé par les constructeurs des routes, qui ne permet pas aux voitures en jaune d'y accéder. Ça fait que nous avons les vendeurs, les revendeuses de vivres frais qui devraient partir de chez elles avec ce qu'elles ont acheté pour rejoindre les marchés. On ne peut qu'utiliser cela. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau maintenant des routes, c'est compliqué. Au niveau maintenant des transports, il y a un souci. Au niveau de l'insertion socio-professionnelle, on se pose bien la question de savoir concrètement comment est-ce que le plan triennal jeune a été utilisé, a été imparti. C'est pourquoi j'interpelle ces différentes administrations. Pour vous dire que le moto-taximène, en fait, n'est que la résultante de beaucoup de problèmes qu'on aurait déjà dû résoudre en amont. Bon, maintenant, ils sont là. Il faut les classifier. Il y en a qui sont là parce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à faire. Il y en a qui sont là parce qu'en fait, ils n'ont pas pu aller à l'école comme les autres. Ils ont peut-être appris sur le tas à piloter un engin à 2 roues et ça devient un travail pour la vie. Bon, pour ceux qui sont venus là parce qu'ils n'ont rien à faire, ce sont les diplômés de l'enseignement supérieur qui ont une formation, ou alors des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont en chômage technique, qui se retrouvent là-dedans. Ça ne devrait pas être un métier définitif. C'est pour moi une alternative. C'est-à-dire qu'on est là, le temps de pouvoir trouver mieux, rebondir ailleurs. Alors on arrive, on collecte un peu d'argent pour pouvoir se trouver une activité génératrice de revenus, ou alors le temps d'attendre qu'un dossier prospère quelque part là où on l'a déposé. Pour ceux-là donc, qui ont été cette jeunesse que j'appellerais toujours non encadrée, donc ceux qui sont pas allés à l'école et qui se retrouvent là, il faudrait une formation accrue. C'est-à-dire qu'en faire donc un métier, il faut les former, il faut adapter, n'est-ce pas, la moralité au travail qu'ils sont en train de faire désormais. C'est leur travail, mais aussi à un certain moment, parce que vous savez, c'est un travail ardu qui touche beaucoup plus les nerfs. À un moment donné, après un certain nombre d'années, il faudrait arrêter, les orienter ailleurs parce qu'après vous trouvez des névrosés. Surtout que nous savons que la plupart de ces gens prennent des stupéfiants. À longueur de journée, c'est devenu leur dada. Et même, ils savent où se diriger, n'est-ce pas, pour prendre ça, vous les trouvez agglutinés quelque part. On dit bouillie, baigner, mais derrière ça, il y a une activité connexe. Donc, vous êtes très bien informé. Oui, parce que justement, il s'est passé quoi? C'est une autre de mes vies. J'ai eu à faire de la recherche stratégique, quelque part dans le septentrion du pays. Et justement, là où on m'a donné un hébergement, j'avais réalisé qu'il y avait une faiseuse de beignets bouillis. Et ces jeunes venaient tous les jours à partir de 18h pour se ressourcer de façon alimentaire. Mais toujours, il y a des bagarres qui se déclenchaient. Il y avait toujours une nervosité. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette bouillie? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette bouillie? Et alors, un jour, ma fille arrive en congé. Elle me dit, maman, il y a la bouillie, je veux boire. Je dis, il n'y a pas de souci, moi je ne l'ai jamais bu peut-être. Elle descend demander la bouillie. On lui a dit de patienter. Je vous assure, il y avait des bassines de bouillie qu'on vendait. On lui dit, patiente. Elle dit, bon, je suis là en haut. Quand c'est prêt, dites-le moi, parce que j'étais à un étage de là où on vendait ces choses. Jusqu'à ce que le commerce ferme, elle n'a pas été servie. Elle est même redescendue une seconde fois. Elle dit, elle veut la bouillie. Elle avait son gobelet en main. On lui a toujours demandé de patienter. On lui a demandé de patienter. Et le lendemain, on l'a appelée pour lui demander si elle avait toujours besoin de la bouillie. Elle a dit oui. Au lieu qu'on la serve dans la bassine commune, on a ouvert un petit seau de 5 litres à côté. Pour les non-initiés. On lui a donné la bouillie. Alors, une fois, je suis encore là, des policiers sont arrivés, on a raflé. On a même ramassé jusqu'au seau de bouillie et tout. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Le lendemain, donc, en discutant avec certaines personnes, on me dit, on a raflé, la femme là, il fallait qu'on la prenne et tout. J'ai dit, mais pourquoi vous pouvez détruire le commerce? On dit, non, maman, la bouillie là n'est pas comme vous croyez. C'est une bouillie énergisante. Non, cette bouillie là est terrible. Il y a ci, il y a ça. Et on la prend souvent comme ça. On la relâche, elle donne un peu d'argent, elle revient. Donc, vous voyez, j'ai réalisé que la jeunesse se détruisait en voulant exercer un métier. Parce que c'est rentant à la fin pour se donner du tonus. Ils sont libres de se livrer à ça. Nous avons notre truc là qu'on appelle, on vend ça dans des petites bouteilles comme ça là. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Ça se vend librement là, la bouteille elle est marron. Le réacteur. Sans réacteur. Voilà. Ils boivent et généralement à ça ils ajoutent d'autres choses pour pouvoir tenir. Incroyable. C'est pour vous dire que c'est un travail qu'on peut faire.
de façon ponctuelle et puis passer à autre chose par la suite et non à faire un métier. Merci Michel Florence Dikoumé, Soulé Onoyolo. Nous sommes face à cette situation aujourd'hui. Nous voyons des jeunes. Aujourd'hui, si vous avez 10 jeunes dans un quartier, au moins 7 sont dans ce métier-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'urgence d'une véritable formation? Est-ce que les pouvoirs publics ne devraient pas se pencher sur ce secteur qui aujourd'hui est considéré comme étant un secteur d'activité qui booste l'économie pour véritablement encadrer ce secteur et offrir une formation adéquate à ces jeunes qui, pour d'aucuns, trouvent leur compte et pour d'autres, n'y vont que pour passer du temps? C'est pas seulement une activité pour jeunes. Hein. Il y a des adultes qui ont perdu leur emploi, comme l'emploi est devenu précaire. Il y a des adultes qui sont allés à la retraite et comme ils n'ont pas de pension. Donc il y a un amalgame de tout cela qui fait que réduire seulement à la jeunesse, ce serait, n'est-ce pas, en réalité, ce sera voir le problème de manière en deçà, quoi. Et puis il y a autre chose, c'est que qui est là, qui vient là. Il y a une race, n'est-ce pas, de moto-taximens là, qu'on appelle de manière politique les babanas, qui viennent des pays voisins, de tout, dont ils infestent et infectent le métier, au point où on ne sait plus qui va là pour chercher, n'est-ce pas, le pain quotidien, pour nourrir sa famille. Et tout. Donc on se retrouve dans un emballement, une situation qui est assez complexe. Et ceci est d'autant plus complexe que l'activité des mototaxis est une conséquence, n'est-ce pas, de la libération sauvage, n'est-ce pas? Parce que le Cameroun est l'un des rares pays où, vous savez, avant, pour ouvrir un bar, on ne le faisait pas n'importe comment. Aujourd'hui, vous avez, quand on se plaint des enfants qui se saoulent la gueule, vous avez à côté d'un établissement scolaire 2 ou 3 bars. C'est-à-dire que quand les enfants le vendredi vont à l'école, ils ont une chemise ou alors un tricot à l'intérieur. En dessous de la tenue. Voilà, ils enlèvent la chemise et vous les reconnaissez. Donc il y a ça. Avant, on vous disait que les pharmacies, on ne les ouvre pas n'importe comment. Donc tout cela, c'est pour ça que je dis que c'est un État qui a abandonné le développement, un État qui est dans un cuisant échec. Vous savez, je me souviens encore que le conseiller spécial du président Biya aujourd'hui, qui est devenu, à l'époque où il était encore contestataire, avait écrit un bouquin, L'État ailleurs, pour montrer que l'État n'est plus là. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus parler de ça. L'État est effectivement ailleurs. Parce que Florence a parlé, par exemple, elle a oublié de signaler que dans cette affaire, le mototaxi, il y a le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui doit quand même, pour le développement, doit quand même, on doit avoir des belles routes, bon, il y a l'autre chose. C'est aussi la conséquence d'une décentralisation mal embarquée. Parce que quand vous avez une bonne décentralisation et que les communes ont, n'est-ce pas, les pourcentages qu'on doit leur envoyer, chaque commune peut s'organiser, n'est-ce pas, pour gérer l'activité des mototaxis. Tout à fait. Et chaque commune même qui est bien peut gérer la circulation autrement. C'est-à-dire qu'on vous dit, ok, les petits taxis, les petits... C'est-à-dire que vraiment, quand vous le faites, vous allez voir que d'une commune à une autre, c'est pas la même couleur, ce n'est pas le même pas le même port vestimentaire. Or, c'est pas fait. Aujourd'hui, comment vous expliquer que quand vous arrivez dans certaines villes, les uns et les autres l'ont évoqué, il n'y a pas autre moyen de locomotion que le mototaxi. Et du coup, dans certaines villes, même les plus urbaines, vous avez des carrefours où il y a comme une invasion, n'est-ce pas, des mototaxis. C'est comme si c'était une invasion de souris. Sur le chemin, comme disait Alain Douk dans sa dénonciation, c'est vous qui les évitez. Ils ne vous évitent pas. Ils s'en foutent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont les propriétaires de la route. Et tout cela devait être organisé. Et je suis d'accord avec François que dès le départ, quand la libéralisation est sauvage, quand l'État est ailleurs, dans les batailles politiques,
et que vous avez, n'est-ce pas, abandonné le pays où chacun pour soi, on ne peut que voir, observer des conséquences comme celle-là. Il faut que, si le président de la République a dit que moto-taxi est déjà un métier et qu'il le célèbre, mais il faut, chaque métier, il faut l'organiser. Il faut qu'on sache tout au moins comment, à un moment donné, on avait pensé que ces moto-taxis ne peuvent pas accéder, n'est-ce pas, à tel quartier ou à tel autre. Là encore, on se retrouve avec une connexion dangereuse entre la police des mairies urbaines qui laisse ces gars pénétrer. Il suffit simplement, n'est-ce pas, que chacun trouve sa part, son compte, le mapatisme. Donc, on ne sait plus comment ça se passe. Du coup, TBB, il faudrait que l'État du Cameroun, n'est-ce pas, rentre dans l'organisation de ce métier. Il faudrait que, si on veut l'admettre comme un métier, au lieu d'être une activité passagère, comme disait Florence, maintenant il faut l'organiser. Il faut... Comment vous expliquer que vous avez... Et puis là où je vois un peu la complaisance des mairies et des forces de l'ordre. Il y a un carrefour où vous commencez à avoir 1, 2, 3 motos. On ne dit rien. Et puis, demain ou après-demain, vous vous rendez compte que c'est tout un stationnement de moto-taxi qui s'est créé et vous ne pouvez plus rien faire. Et vous avez des petites choses comme ça là. Et par la suite, le stationnement organisé, il y a le chef de stationnement où un conducteur doit déposer 500 par jour pour avoir une place. Voilà. On ne sait pas où cet argent va. Et puis, il y a la mairie qui vient là, qui vient faire... Vous avez la police et puis, qui arrive et la police, la police municipale, chacun arrive là. Vous voyez tout ça. C'est comme un peu quand vous faites le chemin de Yaoundé-Soir. Même si on n'a pas vous allez voir la majorité des cas, jamais ils ont des dossiers complets, parce qu'on sait déjà que dès que tu arrives, tu donnes, tu t'en vas. C'est comme ça aussi. Ce sont ce genre de choses qu'on retrouve dans l'activité des mototaxis. Et du coup, on s'est dit que l'État est vraiment ailleurs. Merci Soulé. Alors Alain Douk, face à cette situation, quel est votre point de vue? Est-ce que effectivement on devrait en faire tout un métier? Si même on en fait tout un métier, est-ce qu'il n'est pas très urgent de l'organiser afin véritablement qu'on n'assiste plus à ces dérives et à tout ce que nous voyons dans ce secteur d'activité? Non, mon avis, pour être honnête sur le sujet, mon avis est mitigé. Vous savez, s'il est vrai que gouverner, c'est prévoir, donc c'est un montre de faculté d'anticipation, peut-être aussi que in fine, il faudra entrevoir gouverner comme faculté d'adaptation. Parce que là, c'est un métier, finalement, qui résout, ou s'essaye à résoudre un problème qui relève d'un dysfonctionnement systémique. Donc, puisque les faits sont établis, on est là, on est confronté aux faits, il faut donc s'adapter. Comment on fait donc pour mettre le ménage de l'ordre dans le métier en question, dans le secteur d'activité en question? C'est peut-être la question qu'il faudrait se poser sur le moment. Et on voit bien que lorsqu'on est en face d'un État mou sur certains sujets, ou alors un État qui regarde ailleurs, ou un État qui ne veut pas faire son travail, prendre sur lui ses responsabilités sur certains sujets, parce que sur d'autres, on sait bien que là, on passe au forcing. Ça donne ce que nous sommes en train de voir. Moi, j'ai l'expérience des petites localités où vous comprenez, monsieur, que si les gars des motos ne sont pas là, vous êtes morts. Et je dis, j'ai fait des expériences, même dans la région du centre, des petits arrondissements qui ont des bourgs qui leur sont rattachés. Vous faites comment s'il faut quitter du centre de l'arrondissement pour un petit bourg là, tout à côté, là, parfois même à 15 km, de rien du tout. Les voitures ne passent pas. Ce sont des pistes. Ou alors la voiture passe une fois par semaine. Et véritablement là-bas, les motos, taxis, là, les transporteurs motos sont rois parce que les tarifs sur 30 km, 15 km, c'est exorbitant. Mais vous n'avez pas le choix.
Parce qu'en saison de pluie, même alors, lorsque vous empruntez la moto, vous pourriez tomber. Il est même conseillé de mettre des boules. Et vous comprenez que vous avez là, non pas quelqu'un qu'il faut fustiger, mais quelqu'un qui est chaud, parce que vous ne savez pas comment vous auriez fait sans lui. Donc il y a tout ça. Maintenant, quand on revient en zone urbaine, justement, et les précédents intervenants l'ont dit, vous faites comment? C'est tellement déjà établi qu'il y a des petits coins dans la ville que vous ne pourriez pas, au travers du taxi jaune, vous ne pourriez pas vous rendre là-bas s'il n'y a pas la moto. Donc du coup, vous voyez donc finalement la figure du sauveur dans le taxi moto, quoi qu'on dise. Il y a des endroits tellement déjà délabrés dans la voirie que non. Les gens disent, les véhicules disent, on ne peut pas aller là-bas parce que là, c'est soi-même s'exposer à des dépenses pour résoudre des problèmes de panne. Vous mettez à mal le véhicule, non, on ne va pas aller là-bas. Et là, le gars qui prend le risque, c'est le gars de la moto. Donc, vous voyez que finalement, on a beau épingler les frères en question sur les travers, parce que les travers, il y en a. Vous savez, moi aussi, j'ai déjà vécu une expérience où je suis en bordure de route, la moto vient, il va arracher le téléphone. Oui. Ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de griefs, mais on se rend compte que finalement, on ne peut pas totalement blâmer l'affaire parce que les gars sont là pour résoudre un problème. C'est à l'État de prendre sa responsabilité, de dire, bah écoutez, on ne vous donne pas accès au cœur de la ville, par exemple, vous restez à la périphérie, et à la périphérie même, chacun prend ses responsabilités. Telle juridiction prend sa responsabilité pour systématiquement organiser le métier en question, identifier les intervenants, les professionnels, puisque c'est vers ça qu'ils voulaient aller, les professionnels en question, qui doivent être capables de répondre, parce que c'est la difficulté à répondre lorsqu'il y a des larcins, lorsqu'il y a des abus, on ne sait même pas parfois à qui il faut s'adresser. Voilà, c'est ça le problème. Organiser, identifier, contrôler. Donc, je pense que si on fait comme ça, on pourrait être, je ne sais pas moi, peut-être une nation dont on pourrait se référer pour dire, ah, de l'autre côté au Cameroun, ils ont véritablement réussi à organiser le métier en question de telle sorte que finalement il pourrait être à féliciter. C'est peut-être vers cette dynamique-là qu'il faudrait en tout cas s'investir dans le contexte carrément délétère que vous connaissez sur le plan économique. Parce qu'il faut tenir compte de ça. Vous n'allez pas prendre aux gens le peu qu'ils ont et qui leur permet de ne pas vous agacer et de survivre sans avoir, en monnaie d'échange, autre chose à leur offrir. Ça va créer plutôt des tensions sociales, ça peut créer un effet boule de neige sociale qu'on peinerait plus tard à contrôler. Donc c'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup à vous, chers panélistes. Merci. Nous allons prendre quelques réactions à nos téléspectateurs qui s'expriment à propos de la dénonciation. Nous avons tout d'abord cette réaction ce matin. Bonjour, Espace Miné. Concernant la dénonciation faite à l'égard des mototaxis, il n'est pas question aujourd'hui de bannir ou de ne pas promouvoir ce métier. La réalité est là et leur présence il est juste question de canaliser et les encadrer pour donner une forme disciplinaire à ce métier. Et parlant même de la discipline, il n'y a pas question de mototaxis qui sont indisciplinés. En route, il y a des personnes qui insultent et disent n'importe quoi aux gens. Ceux-là aussi doivent être éduqués ou subir un encadrement psychologique. Non, dans ce métier, il y a les véritables responsables et certaines brebis galeuses. Cherchons juste à encadrer au lieu de bannir, car chacun au moins un numéro de sa moto et de son quartier pour des courses et d'autres transactions. C'est bien sûr Aléo qui nous écrit depuis la ville de Lomé, c'est dans la région de l'Est Cameroun. Nous prenons cette autre réaction. Il y a beaucoup de motos de ce côté. Voilà, nous prenons cette autre réaction. Bonjour messieurs et dames sur le plateau, je vais vous surprendre. Le monsieur qui dénonce l'État sans pourtant citer les avatars du métier de la moto, je vais lui demander de bien essuyer ses yeux et de lire ce qui suit. La moto a donné beaucoup de richesses à certaines
à certains et paralyser d'autres. Vous savez mieux que moi qu'il n'y a pas un seul taxi dans le sens du transport urbain dans les villes comme Marois. Et pour vous assommer une fois, il y a des villes où des conducteurs de moto font des recettes de 35 000 francs par jour. Vous voyez qu'on peut chercher quelque chose, on trouve une autre et on s'en sert. Je suis Abdoulaye Onana. Merci à Abdoulaye Onana qui vient nous dire que beaucoup d'entre eux, parlant des motos, des conducteurs de moto-taxi, s'en sortent bien. Il y en a qui gagnent même 35 000 francs par jour. Merci. Bonjour le panel, bonjour Monsieur Mboké. Monsieur Mboké semble nous dire que le franc CFA est mieux loti par rapport au franc malgache en précisant que, bon, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que 1 euro égale 10 dirhams marocains et 1 euro égale 10 dinars tunisiens. Donc arrêtez d'enfumer les Camerounais avec de telles données. Étienne Desmombo. Étienne Desmombo, vous considérez que c'est de l'enfumage. Bonjour Monsieur Billard, merci. Je vous assure, il y a des mototaximens responsables et pour moi c'est un métier. À Kigali, c'est très bien organisé et le Cameroun devrait copier l'exemple du Rwanda. C'est Lamine qui nous écrit depuis Douala. Un autre message, bonjour le Mini Nkuta, bonjour le panel, merci de nous saluer ce matin. S'il vous plaît, il faudra faire un débat sur la certification du compte général de l'État de l'exercice 2024 par la Chambre 3 des comptes de la Cour suprême. Merci, on y pensera, monsieur Happy. On reviendra certainement là-dessus. Bonjour Espace Miné, il y a un problème. Les mototaxis aident énormément, mais le problème véritable, c'est le mauvais système de gouvernance. C'est compliqué. L'autre problème, c'est que beaucoup de mototaximens ne savent pas conduire. Là, c'est le message de Thomas. C'est Thomas qui nous dit qu'il y en a qui ne savent même pas conduire. Bonjour TVB, pourquoi le Cameroun régresse-t-il depuis au moins 43 ans alors que l'Éthiopie, le Kenya, le Ghana, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Maroc avancent chaque jour? C'est François d'Abidjan. Merci à François d'Abidjan qui est un fidèle téléspectateur et qui prend la peine de nous écouter tous les jours. Eh bien, nous avons une autre réaction. On va d'abord s'arrêter là pour faire plaisir à ceux qui nous font confiance tous les jours au quotidien. Mesdames, Messieurs, voici l'instant de la publicité. En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, hein. Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détendes. Ah, je crois qu'il l'adore, les mecs. Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5 000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus, offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+. Bienvenue au Welcome Gardens Hotel. Ici, chaque instant est une invitation à l'évasion. Niché au cœur de soi, à quelques minutes de l'université de Yaoundé 2, le Welcome Garden Hotel vous ouvre les portes d'un lieu où la nature et l'élégance se rencontrent. Réveillez-vous dans une chambre raffinée, baignée de lumière et pensée pour votre confort. Promenez-vous dans nos allées verdoyantes et plongez dans notre piscine géante à 2 bassins. Côté affaires, nos salles modernes de séminaires et de réunions offrent bien plus qu'un cadre de travail. Elles stimulent vos idées et subliment vos rencontres professionnelles. Côté célébration, nos somptueuses salles de mariage et de réception transforment vos moments précieux en souvenirs éternels. Côté bien-être, laissez-vous choyer dans notre institut de beauté. Évacuez le stress dans notre salle de sport, puis détendez-vous au sport bar autour d'un cocktail, d'un tournoi de billard ou d'une soirée after work. Chaque détail du Welcome Garden Hotel respire hospitalité et raffinement. Ici, tout est pensé pour que vous vous sentiez ailleurs, mais mieux que partout ailleurs. Welcome Garden Hotel, votre jardin secret. Contact 694 34 21 33 676 73 59. Code Follow
en face Bonnefontaine, à 200 mètres du goudron. Du vendredi 6 au dimanche 8 février 2026. L'heure a sonné où le ciel a destiné pour ta vie. Il y a des combats que l'on ne voit pas, des chaînes invisibles qui te retiennent sur place, mais tu ne sais pourquoi. Des vêtements que tu ne portes pas sur le corps, mais qui emprisonnent ton âme, ton destin et ton avenir. Ce n'est pas normal. Tu travailles, mais rien ne marche. Tes projets meurent, tes voyages sont bloqués, tes dossiers tournent en rond, tes efforts deviennent inutiles, le mariage te fuit, ta vie n'avance pas. Du vendredi 6 au dimanche 8 février 2026. Ça suffit. Les vêtements du village de ta destinée doivent être arrachés, déchirés et brûlés. Spécial programme Anne Confolou sur le terrain. Déchirer le vêtement du village de ma destinée le samedi 7 février à partir de 17h. Réunion des partenaires et fruits des entrailles. Infolai, venez en famille. Jusqu'où iriez-vous pour soigner votre apparence vestimentaire? Avec Legends Collections, demeurez dans la classe et poussez les limites de votre élégance. La marque déposée Legends Collections vous propose des chaussures ultra chic, fabriquées à base de peau et de cuir de haute qualité. Legends Collections, c'est aussi la combinaison idéale du style et du confort grâce à ses vêtements haut de gamme, tenues traditionnelles et d'apparat. Et ce n'est pas tout. Legends Collections marque de son empreinte dans la production industrielle des tenues de classe, sport et des chaussures scolaires. Rendez-vous dans nos showrooms Douala, Aqua et Bonapriso, Yaoundé, Bastos, face église orthodoxe. Contact 653 66 58 20 699 94 02 81 696 20 64 71. Au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau d'Espace Miné. Mesdames, Messieurs, merci d'être encore des nôtres. Nous recevons une charmante. Lorsque vous la voyez, sachez tout simplement qu'il s'agit de ce partenaire. Il s'agit bien sûr de Canal+. Rosine Manga, bonjour. Bonjour, bienvenue. Un réel plaisir de t'accueillir ce matin. Alors, lorsqu'on voit ton joli sourire, c'est tout simplement parce que du côté de Canal+, nous avons pas mal de nouveautés, nous avons bien sûr pas mal de surprises de ce côté. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler ici de ce qu'on retrouve surtout en ce mois de janvier, quoi de neuf chez Canal+? Et le constat qui est fait, c'est qu'à Canal+, on constate qu'à chaque fois, ce sont des surprises. Effectivement, Vianney. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'être sur ce chaleureux plateau pour partager avec vous les nouvelles venant du côté de Canal+. Alors, pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, sachez qu'en ce mois de janvier, vous avez la possibilité d'avoir votre décodeur à 5 000 francs CFA. Je dis bien 5 000 francs CFA à partir de la formule évasion. Donc, avec un ticket d'entrée de 15 000 francs, vous devenez aujourd'hui même abonné Canal+. Et à côté de ça, tous ceux-là qui sont déjà abonnés bénéficient de 30 jours à tout canal. 30 jours à tout canal inclut l'option DSTV. Il faut dire que c'est une promotion qui s'achève à la fin du mois, donc qui s'achève dans 3 jours. Je vous invite massivement à vous rendre dans des points de vente et de bénéficier de cette magnifique promotion. Il faut dire, comme on dit trivialement au quartier, que chez Canal+, le tour-ci, c'est le vrai tour. Alors, parlez-nous un peu de la programmation. Qu'est-ce qu'on aura en programmation une fois qu'on s'abonne ou alors une fois qu'on se réabonne? Une fois qu'on s'abonne ou une fois qu'on se réabonne, voilà ce qui vous attend, chers téléspectateurs, en termes de programmation. Déjà, pour les amoureux de sport, ils pourront retrouver aujourd'hui même le retour de la Champions League avec cette grande affiche, Paris Saint-Germain contre Newcastle, à 20h30 sur Canal+ Sport 2. Pour les amoureux de cinéma, retrouvez chaque jeudi, Chaka Ilembe, votre série, votre création originale qui est en cours actuellement sur nos bouquets Canal+. Retrouvez également le retour de la saison 2 des Nounous. Cette saison 2 tant attendue, elle est là. Vous pouvez la retrouver aujourd'hui à partir de 16h sur Canal+.
que de beaux programmes à retrouver donc sur Canal+. Il y en a certainement qui sont déjà en fin d'abonnement et s'interrogent comment faire pour se réabonner parce qu'il y en a qui ne maîtrisent pas le canal, il y en a qui ne maîtrisent pas la procédure. Alors vous dites tout et maintenant. Alors c'est simple pour se réabonner. Nos chers abonnés ont simplement la possibilité de se réabonner à travers Orange Money, à travers MTN Mobile Money et également nos stores. Vous avez les différents stores sur l'étendue du territoire. Vous avez Express Union et Maviant. Alors, je m'en vais vous donner le code de paiement par Orange Money. C'est le dièse 150 étoile 411 dièse. Je répète, dièse 150 étoile 411 dièse. Vous avez le code de paiement à travers MTN Mobile Money étoile 126 dièse. Étoile 126 dièse. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Canal+ Cameroun et puis voilà, de nombreux lots vous y attendent. Merci. Donc, nous constatons que du côté de Canal+, c'est la fête tous les jours, c'est la fête toutes les semaines et c'est la fête tous les mois. Effectivement. Merci d'être passé sur le plateau d'Espace Minier. Ce sera toujours un plaisir de te recevoir, Rosine. Merci Vianney, c'est Canal+ qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, vous avez tout compris, vous êtes abonnés de Canal+, ne manquez surtout pas, il y a de belles choses de ce côté, il y a pas mal de surprises et bien sûr, une seule adresse, c'est Canal+. À tout de suite. Vous savez que lorsque vous avez réactivé votre Canal+, et que vous avez des chaînes, il est important de rester en très bonne santé pour profiter de tous les programmes que Canal+ vous offre. C'est la raison pour laquelle nous recevons également sur ce plateau Lema Kouma, qui est bien sûr le promoteur de plantes de vie et qui est là aujourd'hui encore pour nous parler de la santé à travers les plantes. Merci TVB de m'accueillir encore sur ton magnifique plateau ce jour pour parler de la santé à base des plantes médicinales. Aujourd'hui, nous voulons encore dire à toutes les personnes qui nous regardent que nous ne traitons pas que les problèmes liés au chlamydia, mais nous traitons aussi des maladies telles que les hépatites B et C et même D, delta, même pour des personnes qui sont déjà malades, qui ont déjà la cirrhose de foie ou bien qui ont déjà l'eau dans les poumons. Plantes de vie apporte des solutions de manière concrète à ces différentes personnes-là. Nous avons aussi des personnes qui sont victimes parfois des problèmes tels que les diabètes, que ce soit de type 1 ou de type 2, quelle qu'en soit la célérité de votre diabète, venez à Plante de Vie parce que nous avons su mettre sur pied un produit qui vient nettoyer, qui vient s'occuper de votre pancréas et Dieu seul sait que c'est le pancréas qui a pour rôle de produire de l'insuline, cette insuline-là qui stabilise le taux de sucre dans le sang. Alors, une fois que vous avez un pancréas qui est en bonne santé, vous êtes sûr d'être à l'abri du diabète. Nous avons aussi plusieurs autres produits tels que le Rhumatox, ce produit-là qui permet aux personnes victimes de rhumatisme ou d'arthrose, ou bien des personnes qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle. Le produit Rhumatox vient donc renforcer les os et renforcer le cartilage pour des personnes qui sont victimes de l'usure des os. Parce que de manière naturelle, quand une personne a traversé l'âge de 45 ans, 50 ans, de manière naturelle, son système immunitaire commence à s'affaiblir tout naturellement. Alors le produit Rhumatox vient donc renforcer votre système immunitaire et vient renforcer vos os pour des personnes qui sont victimes de nerfs sciatiques, de rhumatisme, d'arthrose ou bien même des problèmes tels que la goutte. Alors chers téléspectateurs, ne vous tracassez plus que comment est-ce que vous allez faire. Vous connaissez désormais où avoir la solution à vos problèmes liés au rhumatisme et à l'arthrose. Théophile Bia, si tu me le permets, je vais encore parler ce matin du produit OpenSex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces muscles qui sont victimes du petit appareil génital. Oui. Alors, Plante de Vie a mis sur pied 3 formats qui augmentent entre 1 et 6 centimes. Le grand format, lui, il augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Le moyen format, lui, augmente entre 2 et 4 centimes. Et le petit, lui, entre 1 et 2 centimes. Les personnes qui peuvent consommer le produit OpenSex, c'est tout le monde qui peut consommer le produit OpenSex parce que c'est un produit qui est sans effet
secondaire. Que vous ayez 50 ans, 80 ans, que vous ayez 20 ans, 25 ans, 35 ans, vous pouvez utiliser le produit OpenSS tant que vous estimez que ce n'est pas selon votre convenance. Et la campagne que nous avons lancée il y a cela quelques temps déjà, elle est axée sur la santé de reproduction. Donc ces femmes-là qui n'arrivent pas à concevoir, ces hommes-là qui n'arrivent pas à enceinte une femme du fait qu'ils soient victimes d'une mauvaise qualité de sperme ou bien des spermatozoïdes qui sont assez faibles, alors la campagne elle est beaucoup plus axée sur vous parce qu'elle est baptisée En couple c'est bébé. Alors cher monsieur, vous qui n'avez donc pas enceinte une femme, chère dame, vous qui n'avez pas tombé enceinte, même quand vous tombez enceinte, vous avez des fausses couches, venez à Plan de Vie pour pouvoir avoir la santé que vous méritez désormais. Lema Kouma, merci d'être passé sur le plateau d'Espace Méné. C'est moi qui te remercie encore. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, cette émission se poursuit donc à l'instant avec l'instant de l'analyse. On parle de développement. Que peut la diaspora camerounaise? Nos panélistes sont là pour vous donner quelques réponses ce matin. Et nous accueillons tout d'abord, une fois encore, cette dame qui illumine ce plateau pour l'entrée en matière, parlant de la thématique du jour. Développement, que peut la diaspora camerounaise? Vous êtes internationaliste. Vous êtes au contact de la diaspora à plein temps. Michel Dikoumen, on parle de développement. Il est important de dire que le développement, c'est une affaire de tous. La diaspora camerounaise également a son mot à dire. Que peut la diaspora camerounaise pour un développement, du moins un développement du Cameroun dans les jours à venir, à l'horizon 2035, pour un développement définitif ou participatif? Non, je ne vais peut-être pas aborder le sujet sous votre angle, mais nous dirons la même chose. Parce qu'apporter le développement dans un pays, d'abord, pourquoi? De quelle manière devons-nous aborder, n'est-ce pas, la notion de développement dans nos pays, qui sont des pays à revenus intermédiaires? Quelles sont d'abord les causes qui mènent le pays dans ce type de tourbillon? Bon, on va dire que nous sommes dans des pays endettés. Alors, c'est quoi d'abord la dette? Et quelles sont les causes de l'endettement, n'est-ce pas, de notre pays? Quand on dit que quelqu'un est endetté, c'est le fait d'avoir des problèmes de trésorerie et d'être, n'est-ce pas, débiteur. C'est-à-dire que vous devez de l'argent à des tiers. Bon, à qui le Cameroun doit de l'argent? Le Cameroun doit de l'argent aux institutions financières internationales et le Cameroun doit de l'argent en lui-même parce qu'il y a aussi la dette intérieure. Il faut pouvoir le souligner. Alors maintenant, cette dette-là, comment est-ce que la diaspora peut venir en aide, n'est-ce pas, à la dette? Quels sont d'abord les symptômes de cette dette? Qu'est-ce qui nous fait croire que le Cameroun est endetté? Le Cameroun est endetté dans la mesure où nous réalisons que chez nous, au Cameroun, nous sommes dépendants des matières premières. Chez nous... Allons-y, oui. Nous sommes dépendants des matières premières. Nous avons beaucoup de peine, n'est-ce pas, à mobiliser des ressources intérieures. Nous avons au Cameroun des dépenses que nous opérons dans des lieux non productifs, tels que le financement des guerres. Je vais prendre Boko Haram, par exemple. Je vais prendre le Mozo. Et au Cameroun, comme tous les pays, n'est-ce pas, du Sud, nous avons des problèmes, n'est-ce pas, structurels qui sont dus au fait que le monde aujourd'hui connaît sa 4e, voire sa 5e révolution industrielle et l'Afrique reste quelque part un peu absent. Nous sommes agrippés beaucoup plus aux biens et services et non à l'industrialisation. Donc il y a un manque de productivité dans nos pays. Alors maintenant, pour développer le Cameroun, il faut justement que la diaspora y intervienne d'une façon ou d'une autre. Comment est-ce que la diaspora peut donc nous venir en aide? Nous avons réalisé que déjà, je commence par la fin, c'est vrai qu'il y a des transferts, des transferts d'argent de la diaspora pour le Cameroun, mais ce sont des transferts qui sont assez importants. Si nous regardons un peu au niveau des familles... Alors Florence, là on parle de la diaspora camerounaise, ces Camerounais qui sont à l'étranger et qui aimeraient peut-être participer en leur manière au développement du pays. Alors que peut cette diaspora-là pour participer au développement du Cameroun? Donc déjà, définissons aussi déjà la nature de la diaspora que nous avons. Donc, quand on parle de la diaspora camerounaise, il y a une diaspora estudiantine, il y a une diaspora professionnelle, et il y a maintenant une diaspora des autres, donc des aventuriers qui vont et qui viennent. Donc une fois qu'on vit hors du pays, qu'on paye ses dettes à l'extérieur, on appartient, n'est-ce pas, à la diaspora. On est Camerounais, on vit à l'extérieur parce qu'on est allé à l'école, on fait partie, n'est-ce pas, de la diaspora. Cette diaspora veut donc nous aider. Donc elle ne peut pas venir de manière... isolés. Il faudrait déjà avoir des structures entre elles là-bas, dans la diaspora, par exemple la diaspora française, la diaspora européenne. Il faut qu'il y ait des structures qui viennent maintenant rencontrer des structures déjà établies au Cameroun,
Ça veut dire que cette diaspora ne viendra pas en rang dispersé. La diaspora doit être organisée. Elle doit être organisée. Et quand elle arrive, il faudrait rencontrer, n'est-ce pas, les institutions déjà établies par rapport à cela. Oui. Si la diaspora veut arriver, que par exemple, elle veut apporter un développement participatif par rapport à une communauté précise, il faudrait rencontrer la commune. Dire nous sommes venus faire ceci donc au niveau des communes. Si la diaspora veut participer aujourd'hui au niveau des actifs financiers, tels que nous avons des idées, des investissements directs étrangers, elle s'adresse au ministère des Finances, au ministère du Plan et au ministère de l'Économie et de la Planification. Elle veut peut-être venir parce qu'elle veut opérer d'une manière au niveau, n'est-ce pas, de la Commission des affaires étrangères. Elle va au niveau de l'Assemblée nationale s'adresser, n'est-ce pas, aux parlementaires pour dire voilà, nous voulons faire ceci, nous décidons de faire, voilà ce que nous pouvons faire. Donc il y a des institutions en place déjà que la diaspora organisée pourrait venir rencontrer. Et je crois que par le passé déjà, c'est une rencontre qui a eu lieu ici avec le Parlement, avec les villes et communes unies du Cameroun. La diaspora a eu à rencontrer, la diaspora a rencontré le ministère de la Jeunesse. En une fois, la diaspora avait rencontré, parce que le gouvernement était représenté par les villes unies du Cameroun, par le ministère de la Jeunesse, par les relations extérieures, par le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, du développement urbain. Ce sont des gens que j'avais vus dans la salle ce jour-là. Donc la diaspora était venue rencontrer le Parlement et qui avait invité ses autres acteurs politiques à écouter un peu quelles étaient les doléances. Parce que parmi ces membres de la diaspora, il y en a là-bas qui sont des élus locaux dans beaucoup de communes et qui ont affaire ici et qui ne disaient que le fait, n'est-ce pas, de conurbation, ils se trouvaient à l'étroit, il fallait, n'est-ce pas, venir de manière officielle. Donc la diaspora peut, en sa qualité de fils du pays, décider de revenir ici au travers, n'est-ce pas, de tous ces maillons que j'ai cités, apporter de leur manière, à leur manière, n'est-ce pas, une édification du pays. Donc, d'après vous, la diaspora a son mot à dire. La diaspora a son mot à dire. Ce ne sont que des enfants du Cameroun qui vivent à l'étranger. Le fait d'être à l'étranger ne fait plus de vous un non-camerounais. Vous êtes camerounais et vous avez votre mot à dire dans le cadre du développement. Alors, François Mboké, nous voyons cette diaspora-là qui, de temps en temps, veut revenir pour apporter une pierre à la construction de l'édifice. Cette diaspora qui, pour la plupart du temps, fait face à certaines difficultés. On parle bien sûr de développement et il est important que tout le monde s'y mette pour que le développement soit total. Alors, que peut la diaspora camerounaise, cette diaspora qui soit étudiantine ou professionnelle et qui voudrait tout au moins apporter un plus afin que nous puissions véritablement atteindre un niveau de développement remarquable? Oui, disons que Mme Dicom a planté tout le débat, tout le décor est là. Mais la situation aujourd'hui même au Cameroun fait que si on a encore un petit brin de go à préserver, il faut s'ouvrir à la diaspora. La diaspora camerounaise qui, depuis longtemps, essaye de rentrer, investir au Cameroun, mais qui se trouve toujours bloquée par des gens sans foi ni loi, sans objectifs positifs pour le pays. Je pense que l'heure est arrivée, compte tenu de ce que nous avons dit à l'entrée ici, que la situation économique est difficile, plus de 15 000 milliards de dettes pour le Cameroun à l'heure actuelle, et nous sommes en train d'aller encore sur le marché de crédit avec 1650 milliards. Nous sommes qu'en janvier, vous comprenez que 2026 ne sera pas une année facile pour le Cameroun, compte tenu également des enjeux que nous avons évoqués ici, de la situation qui a convoqué le sommet extraordinaire des chefs de l'État à Brazzaville le 22 dernier. Il y a beaucoup à attendre du côté social comme crise cette année. Alors, il faut anticiper aujourd'hui. Comment anticiper? Est-ce que la diaspora peut apporter quelque chose directement? Oui, je le dis oui, tout de go, parce que... Qu'est-ce que la diaspora peut apporter directement? Parce que vous le dites tout de go. Beaucoup en investissement. Il y a eu beaucoup de réunions, comme je disais tout à l'heure avec Mme Dikoumé. Il y a eu beaucoup de réunions et la diaspora a apporté, sur le plan même médical, sur le plan du commerce, la distribution, sur le plan de l'éducation, sur le plan de même la création d'industries, sur le plan, vous voyez aujourd'hui des ordinateurs et des portables qui sont... Il y a des Camerounais qui peuvent venir s'installer et créer ce genre d'infrastructure au Cameroun. Des sociétés qui vont développer un certain nombre de choses. Mais le problème, c'est le gouvernement camerounais qui a peur de sa diaspora. Nous ne savons pas pourquoi on a mis dans certains cerveaux que dès qu'on arrive avec des milliards au Cameroun, c'est pour aller à Etoudi. Parce que tout se joue à ce niveau. Dès qu'un Camerounais veut apporter, je vous dis, même au niveau des transports,
nous pouvons avoir beaucoup d'avancées à ce niveau. Oui. Ce ne sont pas des moyens qui manquent. Il y a beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui aimeraient même venir investir, qui parfois ont des facilités de prêt parce qu'ils travaillent dans des structures où ils peuvent faire des appels à fonds et qu'ils soient financés à plusieurs milliers de milliards, mais ils n'ont pas où aller investir. Donc, si le gouvernement le veut, il est temps qu'on lance aujourd'hui un appel à la diaspora. Les surfaces ont déjà été là, les discussions ont été, qu'on rappelle seulement ces cadres et qu'on dise à chacun, alors vous venez, et peut-être qu'au niveau de la douane ou des autres infrastructures, qu'on regarde comment on va faciliter l'accès à ceux qui vont vouloir investir. Il y a beaucoup à gagner et je pense que c'est le moment. Alors, sous les Onoyolo, est-ce que le Cameroun peut se développer sans sa diaspora? Vous savez, je voudrais vous rappeler d'une définition qui date de 1980, qui m'avait été donnée par mon maître d'école, à l'époque on les appelait par instituteur. Je lui avais demandé la diaspora, c'est quoi? Il m'a dit que de naissance, la diaspora convenait, n'est-ce pas, aux juifs dans la misère. C'est ça qu'on parlait, la diaspora juive. C'est-à-dire les juifs là qui étaient dispersés dans le monde entier. Oui. Et ces juifs-là avaient, n'est-ce pas, un domaine de définition retour à Jérusalem. Après, le mot a connu des transhumances. On commence à parler de diaspora à gauche, à droite. Et chez nous, au Cameroun, la diaspora camerounaise est constituée des Camerounais d'origine ou de nationalité, c'est-à-dire qui vivent à l'extérieur de leur terre natale, ou alors de naissance de leurs parents. Je voudrais qu'on soit clair. C'est-à-dire que soit vous vivez, vous êtes Camerounais à l'extérieur, ou alors vous êtes Camerounais de par, n'est-ce pas, la terre de naissance de vos parents. Maintenant, la diaspora camerounaise, la première chose, il faut qu'elle soit acceptée. Il faut qu'elle soit reconnue. Acceptée et reconnue par acceptée et reconnue, ce qui appelle, n'est-ce pas, l'intégration de cette diaspora sur le plan constitutionnel, qu'on sache que la diaspora camerounaise existe, et accepter forcément la plurinationalité. Aujourd'hui, le Cameroun est encore un débat de bas étage sur la binationalité. Pourtant, il faut parler, quand on parle de la diaspora camerounaise, il faut parler de plurinationalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais j'aurais dû commencer par ça. Est-ce que le Cameroun veut se développer? Est-ce que le Cameroun a besoin du développement? Parce que pour parler de diaspora, développement du Cameroun, vous savez, je me souviens d'un livre, je ne sais plus si c'était Daniel Etunga Mangele qui avait écrit « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Donc, pour parler d'un sujet assez complexe et intéressant comme celui de diaspora et développement, il faut être d'abord d'accord que le Cameroun a besoin du développement. Je disais à l'entrée qu'un pays où tout le monde est presque sous la coupole d'un monsieur de 93 ans qui dirige le pays depuis 43 ans, où tous les ministres, quand il prend la parole, ici ne cite pas 5-10 fois le président de la République, tout cela est galvaudé. Du coup, les questions essentielles qui doivent être portées ne passent plus. En temps normal, la diaspora camerounaise est un gros gisement de capitaux extérieurs, un gros gisement ces capitaux qui peuvent permettre le financement de l'économie du Cameroun. Donc, en cela, la diaspora camerounaise est un levier. Aujourd'hui, très peu de gens, quand je parle de la reconnaissance constitutionnelle et même la plurinationalité, beaucoup de gens ne savent pas que la diaspora camerounaise, elle est l'un des tout premiers investisseurs informels au Cameroun. Oui. Je dis investisseurs informels à cause de cela. Maintenant, l'autre chose, combien d'entre nous pouvons
inscrire la diaspora camerounaise en termes de transfert de compétences et naturellement de savoir-faire. Je me souviens, une fois, je suis retrouvé à Moscou, on est allé voir le match de Lyon. Il y avait environ, on s'est retrouvé dans une petite communauté qui nous a reconnus. Il y avait 10 ingénieurs, 10 médecins. Dans cette communauté. Oui, qui regardaient le match, qui étaient contents de voir le Cameroun, comment va le Cameroun, machin. Il y a deux médecins qui ont dit qu'ils sont arrivés, ils ont voulu travailler. On leur a proposé un salaire de 200 000, ils sont repartis. Donc, sur le plan de la santé, par exemple, ces médecins, ici, avec leur savoir-faire, peuvent diminuer le taux des Camerounais qui vont se soigner à l'étranger. Et est-ce que vous savez aujourd'hui que les gens vont se soigner en Tunisie, au Sénégal et tout. Ça là, la diaspora camerounaise avec son savoir-faire et ses compétences peut le faire à l'étranger. Il suffit de créer, n'est-ce pas, des infrastructures sanitaires assez importantes. Parfois, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils trouvent des Camerounais qui sont des médecins qui s'occupent même d'eux. Voilà. Donc, il y a la question de compétences, mais les premières choses, c'est la question de reconnaissance. Il faut intégrer la diaspora camerounaise comme, n'est-ce pas, c'est-à-dire que je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est-à-dire que des personnes qui participent à la gouvernance d'un pays. Et pour cela, ils doivent avoir un statut à part. Et pour cela, il faut un ministère de la diaspora. Pourquoi pas? Où les uns et les autres savent que ça permet de canaliser, de savoir combien d'ingénieurs nous avons à l'extérieur, combien de médecins nous avons à l'extérieur. Ça permet de canaliser la ressource. Si la diaspora camerounaise est acceptée, si ce genre de statut lui est accordé, vous comprenez qu'on va lire de manière saine son évolution et sa participation dans l'investissement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, et puis les uns et les autres ont évoqué les investissements de la diaspora. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dans le transfert, il y a des milliards et des milliards qui sont transférés, n'est-ce pas, par la diaspora camerounaise au Cameroun. Mais sauf qu'à un moment donné, on a le sentiment que ces investissements directs retournent à l'extérieur en matière de consommation. Pourtant, il devait permettre de produire. On n'a pas de tissu de production, on n'a rien. Nous sommes un pays qui est résolument tourné vers les importations, on importe tout. Imaginez-vous que certains intérêts directs de la diaspora arrivent, on crée des machines à produire l'huile, on crée, n'est-ce pas, le riz et tout. Nous n'allons plus retourner l'argent que la diaspora envoie aux familles pour importer le riz, pour importer de l'huile, pour importer même les vestes. On peut créer des structures qui sont capables, n'est-ce pas, d'être imbattables en matière d'habillement, en matière de... Donc il y a tellement de choses, TVB, qu'on peut faire, n'est-ce pas, avec la diaspora camerounaise, n'est-ce pas? Mais cette diaspora, comme je le dis, la première chose que l'État du Cameroun doit faire, c'est que l'État du Cameroun, sur le plan constitutionnel, doit premièrement la reconnaître, l'accepter, et sur le plan constitutionnel, il faut, n'est-ce pas, tordre le cou à cette histoire de nationalité, machin. Il faut que le Cameroun accepte la plurinationalité. C'est des choses-là qui constituent un verrou. Si ce verrou est complètement démantelé, vous allez voir, parce qu'il y a des gens... Est-ce que vous savez, je suis par là, que ces gens qui viennent de l'extérieur, parfois, ils ont des obstacles et des difficultés qui les empêchent même de venir contrôler les investissements qu'ils font.
au pays. Et du coup, parce qu'ils n'ont plus la nationalité. Parfois, l'argent qu'ils envoient, puisqu'il y a des méchants, il y a des gens qui vendagent cet argent, sachant que ces gars-là, ou alors ces Camerounais-là ne peuvent pas venir contrôler leur investissement. C'est-à-dire, il envoie un agent pour la construction d'une maison, on filme une autre maison qui est en construction. Heureusement que vous avez des cas comme ça, sont légion. Et il envoie des véhicules, peut-être pour faire X ou Y, mais on retrouve ces véhicules-là qui sont soit vendus, soit. Et chaque fois, au pays, il dit, bon, voilà les photos qu'on m'avait envoyées il y a cela 2 ans, je veux maintenant voir la maison en question. Et puis la maison n'existe pas. Voilà. Alain Douk, nous parlons bien sûr de cette diaspora camerounaise qui a la volonté d'accompagner le développement du Cameroun, la volonté de venir au Cameroun pour participer à ce développement. Mais on se pose encore la question ce matin, que peut vraiment cette diaspora camerounaise? Parlons bien sûr du développement de ce pays. Je pense que je l'ai dit, c'était dans l'émission d'hier, que lorsqu'on parle de développement, il faut une vision, une idéologie, une philosophie du développement. Oui. Alors, dans cette idéologie autour du développement du pays, il faut que dans sa conception, on soit fixé que la diaspora est un facteur, soit de l'équation, soit de la fonction de ce développement. Il faut que ce soit clairement établi. Parce que le sujet, il n'a pas de sens si dans la fonction en question, dans l'équation, la diaspora n'est pas un facteur. Qu'est-ce qu'on fait donc? On ne va pas pouvoir résoudre le problème avec la diaspora, peut-être avec d'autres facteurs, voilà, d'autres constantes qui n'ont rien à voir avec la diaspora. Ça, c'est le premier point. Maintenant, la diaspora, donc, si elle est utilisée comme facteur dans cette équation ou cette fonction du développement qu'on a pensé, mûri et qu'on tient à implémenter. Déjà, plusieurs des aspects de cette prise en compte de la diaspora ont déjà été évoqués, je ne reviens pas dessus, mais qu'est-ce qui va donc se passer dans la fonction en question? Vous allez remarquer que la diaspora, du coup, va communautairement et philanthropiquement, socialement, agir. Elle va commencer à réaliser un certain nombre de projets philanthropiques, réalisation de points d'eau, de bornes de ceci, voilà, de bibliothèques de ci, de médiathèques. Elle sera émulée, va s'investir dans la philanthropie. Ça, c'est un. Maintenant, deuxième niveau, il va se créer, parce que là-bas, il y a un niveau de développement technologique, la plupart du temps, dans plusieurs des pays de cette dispersion, notamment quand ils sont en Occident, il y a des expériences, il y a des acquis qu'ils voudront donc partager avec les leurs au pays. Alors, du coup, il faut que le cadre juridique permette l'établissement d'un pont, d'une certaine sécularité, une collaboration entre les entités entrepreneuriales du pays et les entités entrepreneuriales ou des entreprises créées par des Camerounais de la diaspora. De telle sorte qu'on se retrouve dans des cadres collaboratifs, discursifs ou associatifs, de telle sorte qu'on fasse des partages d'expériences pour que ça profite au pays. Voilà ce que les autres font ailleurs. Et cela a du succès là-bas. Comment on fait, frères, pour qu'au niveau du pays, vous profitiez de notre expérience, de ce que nous avons vu là-bas, de l'expertise, des compétences que nous avons de l'autre côté. Ça, c'est dingue. Et ça, vous savez que ça peut se faire si on leur permet, si justement on les utilise comme facteurs dans l'équation ou dans la fonction du développement et de la vision du développement du pays. Autre élément. Vous savez, au niveau de l'ingénierie financière, si vous dites que vous faites avec la diaspora, on a des investissements directs étrangers ici, n'est-ce pas? On peut concevoir une ingénierie juridique et financière qui veut que l'on priorise des prises de participation pour la création d'un certain nombre d'unités de production ou d'entreprises ou la réalisation d'un certain nombre de projets, qu'on priorise les investissements de nos MACNA camerounais de la diaspora. Pourquoi ne pas prioriser un Camerounais de souche au détriment d'un capital étranger?
Voilà les bonnes questions qu'il faut se poser à ce niveau-là. Ailleurs, notamment dans la réalisation des infrastructures, des grands chantiers, on peut faire la même chose. On priorise la prise de participation des Camerounais de l'étranger, de telle sorte que chacun, s'il le désire, puisse directement participer au développement du pays, à la réalisation des infrastructures et à rémunérer. Sur les investissements en question, on ouvre. Ailleurs, en Éthiopie, au Ghana, il y a ce qu'on appelle les bons de la diaspora, pour justement permettre cela. Donc il faut penser, il faut se repenser, mais en prenant en compte ce facteur-là, le facteur diaspora, dans l'équation où la fonction de développement, la vision de développement du pays. Donc c'est de ça qu'il s'agit. La bonne question c'est, est-ce qu'on voudra le faire? C'est ça. Et je pense que c'était une des préoccupations aussi des devanciers. Bien. Maintenant, la diaspora fait déjà un certain nombre de choses. Hein. On a évoqué une certaine générosité pour financer la consommation ici. Mais on ne va pas s'arrêter là. Vous savez que le développement, quoi qu'on dise, repose sur le capital social. C'est-à-dire que le capital social, non seulement il doit être en bonne santé, mais il doit être formé. Donc, du coup, la diaspora pourrait véritablement être l'atout au niveau du transfert des technologies, du transfert des compétences, de la formation au niveau du pays, de l'affûtage d'un certain nombre de compétences qui commencent à se révéler au niveau du pays. Ça, la diaspora peut le faire. La recherche et le développement sont fondamentaux dans l'ingénierie du développement. Il faut donc des plateformes de collaboration entre universitaires, notamment au sujet de la recherche. Il faut donc un minimum de circularité. Il ne faut pas que quand ils veulent venir ici collaborer avec leurs autres érudits nationaux, leurs confrères, qu'il y ait des problèmes, qu'ils arrivent, ils soient frustrés, etc. Et on doit effectivement systématiser tout, encadrer tout de telle sorte que la recherche et le développement puissent prospérer. Donc, du coup, il faut réformer véritablement le secteur de l'université, hein, et intégrer donc dans la donne aussi la diaspora, sa contribution pour booster la recherche et le développement. Donc, c'est de tout ça qu'il s'agit, et la contribution de la diaspora peut être multisectorielle. Commençons du secteur primaire jusqu'au secteur des services. Et vous allez voir que si nous pensons le développement avec comme facteur de la fonction ou de l'équation de développement du pays, la diaspora, elle va nous apporter quelque chose. Et la diaspora camerounaise, je l'ai toujours dit sur ce plateau, laissons les épiphénomènes de quelques indisciplines et indisciplinés. Pour l'essentiel, les Camerounais sont hyper brillants et ils ont ce qu'il faut, notamment à l'étranger, pour porter sur eux le développement de ces pays. D'accord, Souley. Oui, avec votre permission, je sais que les craintes, n'est-ce pas, de l'ouverture du pays vers la diaspora sont liées, n'est-ce pas, à ce qui pourrait être, avec ce qu'on pourrait appeler les influences politiques, n'est-ce pas, sur le pays. Mais je pense qu'on peut mettre ça de côté. Je voudrais revenir sur la contribution, n'est-ce pas, sociale et communautaire de la diaspora au Cameroun. Parlez-nous de cette contribution. C'est-à-dire la contribution, vous savez que la diaspora camerounaise pallie, n'est-ce pas, les insuffisances de l'État en matière de la construction des écoles, des centres de santé, en matière des équipements même de l'école. De temps en temps, vous entendez que la diaspora a fait des dons de ceci ou cela. C'est une chose. Vous savez qu'aujourd'hui, le Cameroun, de plus en plus, a adopté, au niveau de l'éducation, tout comme au niveau des enseignements secondaires, on crée des établissements scolaires, mais en réalité, il n'y a que le décret ou bien il n'y a que l'arrêté ministériel. Parfois, c'est les contributions des parents d'élèves avec l'aide de la diaspora qu'on finance la construction de ces écoles-là. Et puis, la diaspora camerounaise peut être j'ai envie de dire, un moteur de soutien aux ONG. Il y a des ONG qui font, n'est-ce pas, des œuvres qualitatives et qui tendent la main à la diaspora extérieure. Tout comme cette diaspora-là, du fait de sa compétence, de son savoir-faire, peut être, n'est-ce pas, peut créer des partenariats entre les villes
extérieures et des collectivités territoriales du Cameroun. Vous pouvez entendre que tel a fait le jumelage, ou alors tel fait telle ou telle chose. Et puis l'autre chose, c'est que la solidarité, la diaspora reste le ciment de solidarité villageoise et familiale. Parce qu'aujourd'hui, on se bat parfois. Il y a des parents qui se battent et ils mettent le trop plein d'énergie pour envoyer les enfants poursuivre les études à l'extérieur, sachant que si pour les plus futés, ils obtiendront un travail et ce travail va permettre non seulement de nourrir la famille et le village, mieux encore, ce soutien peut permettre, n'est-ce pas, d'être le trait d'union entre les enfants, les jeunes qu'on a laissés au pays et qui peuvent aspirer à poursuivre leurs études à l'extérieur. C'est-à-dire que lorsqu'un est parti, il peut tirer les autres. Il peut tirer les autres. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Canada. C'est-à-dire qu'un est parti et puis il a appelé son frère, il a appelé la sœur et puis on se retrouve parfois avec tout un village, toute une famille qui est au Canada. Donc, c'est la diaspora camerounaise. Il y a beaucoup de d'arrêts, il y a trop d'avantages. Mais vous savez, jusqu'ici, on ne parle pas de la diaspora dévergondée, la diaspora qui tempête à gauche, à droite. Il faut qu'on se concentre sur une diaspora positive qui peut être un moteur de développement du Cameroun, si jamais le Cameroun lui-même veut se développer. Alors, quelques réactions. Nous allons au plus 33. Bonjour les démineurs, merci pour votre travail. À mon humble avis, la diaspora camerounaise doit s'investir pour changer le système. Nous avons un gouvernement totalement corrompu qui ne saurait implémenter un climat d'affaires fiable. C'est honteux de le dire, mais plusieurs Camerounais préfèrent investir dans des pays étrangers tout simplement à cause de la stabilité. Le Cameroun a un seul problème, il s'agit d'un excès de corruption qui malheureusement est envenimé par le gérant de la cité lui-même, à savoir l'État. Dans un tel système, tout est biaisé d'avance. C'est Bonaventure depuis Caen qui nous écrit ce matin. Merci donc à Bonaventure. Nous avons cette autre réaction ce matin. Vous devez comprendre une fois de plus qu'à l'observation, la diaspora camerounaise ne manque pas d'idées et à chaque fois, elle vient avec des projets. Les projets sont mis dans les tiroirs. Le système de gouvernance qui est hyper centralisé et bloqué par une seule personne au niveau des tout-dits est un frein pour la diaspora. Elle est obligée de disparaître et de se contenter de l'exploit individuel. Comment voulez-vous que quelqu'un vous donne 30 millions alors que le projet ne coûte que 20 millions? C'est inacceptable. C'est Thomas Noah qui nous écrit, le consultant international. Une autre réaction ce matin. Voilà. Bonjour le plateau, bon mercredi à tous. Je pense que nous avons été clairs avec le vote dernier. Le fonctionnement du gouvernement actuel ne favorise pas le retour ou l'investissement dans notre propre pays. Comment vais-je penser à investir chez moi lorsque je prends un visa pour m'y rendre? Je vis en Allemagne et beaucoup ici achètent les maisons, font de leur vie ici tout simplement parce que le système en place ne favorise pas. Pourtant, la vie de retraite ici est plus difficile qu'au Cameroun, mais on n'y peut rien. Merci à Info TV de nous permettre de parler et d'exprimer une fois de plus notre opinion vis-à-vis du Cameroun. Nous avons tellement à apporter, mais le système sur place doit créer une hiérarchie pour la réception de leur diaspora, seulement avec une communication saine et fiable que nous allons travailler ensemble et construire notre beau pays. C'est Bertrand depuis Munich en Allemagne qui nous écrit donc ce matin. Alors, Michel Florence Dikoumen, un mot de fin, parce que nous sommes arrivés au terme de ce programme, un mot pour cette diaspora qui nous regarde. Ces jeunes qui veulent se rendre au Cameroun pour investir, mais qui rencontrent beaucoup de difficultés. Je crois que il y a un raccourci que cette diaspora peut utiliser si, en embrassant les pouvoirs publics, il y a trop de barrières, il y a la corruption endémique que nous dénonçons tous. Il vaut mieux le faire dans le social avec des ONG et des associations déjà effectives qui, elles, sont installées, elles ont des documents pour pouvoir fonctionner, même si aujourd'hui, bon, on vérifie au pays fin la provenance des fonds et tout ce qui va avec. Je crois qu'une fois les fonds justifiés,
ils pourront aisément mener leurs activités au pays de façon libre. Parce que repartir du côté d'une synergie au niveau de l'université, son développement, déjà que les travaux de nos chercheurs ici ne sont pas valorisés, ce ne sont pas les leurs qui le seront par la suite. C'est très beau ça, mais ce sera compliqué. Je crois qu'il faut des relais en termes d'associations et d'ONG déjà existantes. Alain Douk. Oui. Madame Florence Dikoumé a parlé de l'endettement en début, son premier propos. Vous savez, si on s'endette, c'est pour réaliser quelque chose. Donc même dans la frénésie de l'endettement, on pourrait stopper cette saignée et faire avec la diaspora. Puisqu'on s'endette pour réaliser ceci, on vous demande de faire des prises de participation, on les priorise pour réaliser ça avec leurs fonds. Et il y en a. Ils viennent, ils s'investissent et on peut même calibrer dans l'ingénierie juridique les choses de telle sorte qu'on dise, écoutez les amis, vous devez aimer le pays. Au moment de prendre les dividendes sur le projet que nous aurons réalisé, n'exportez pas à hauteur de ceci, on vous permet de sortir. Voilà, ce genre de choses, et ça va les motiver à continuer à travailler pour le bien du pays. Ils mettent de leur argent, ça produit, et c'est eux-mêmes qui sont là au contrôle, qui ont les dividendes. C'est en fait ça. Il faut que les gens sentent qu'on les implique et qu'on veut d'eux. D'accord. C'est aussi simple que ça. Merci Alain Douk, merci à vous, chers panélistes, merci à Michel Florence Dikoumé, merci à Soule Onoyolo, merci à François Mbouquet. Prenez cette seconde-là, c'est terminé. Il faut rassurer la diaspora camerounaise. Leur dire que la race, n'est-ce pas, de ceux qui ont des génocrates, qui ont confisqué le pays, va s'éteindre. D'accord. Et que, de toute façon, ceux qui se braquent contre l'épanouissement de la diaspora camerounaise, à un moment donné, il y aura une sélection naturelle. Mesdames, qui va messieurs, faire que retrouvez la révision de ce programme à partir de 22h30 ce soir. Merci encore d'avoir été des nôtres jusqu'à 11h passées de 54 minutes. 10h, 11h52, espace miné de ce mercredi. C'est fini pour aujourd'hui. Très bonne suite d'émission.